Bienvenue dans un nouveau récit effrayant sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui pourrait sembler tout droit sortie d'un film d'horreur, mais qui s'est réellement déroulée dans un hôpital, dans une ville qui pourrait très bien être la vôtre. C'est l'histoire de Claire, une infirmière de nuit qui n'aurait jamais imaginé que sa routine basculerait en un véritable cauchemar. Je m'appelle Claire et je n'ai jamais été du genre à croire aux phénomènes surnaturels. J'ai toujours pensé que les bruits étranges et les ombres fugitives n'étaient que des tours jouées par un esprit fatigué. Mais ça, c'était avant de vivre une expérience qui a défié toute logique. Je travaillais lors du service de nuit dans un vieil hôpital de Lyon. Ces bâtiments anciens dégagent une sorte d'énergie difficile à décrire. En journée, tout semble normal, animé par le va-et-vient des patients et du personnel. Mais quand la nuit tombe, tout change. Les couloirs autrefois bruyants deviennent des galeries vides où chaque écho semble chuchoter des mots à votre oreille. Les néons vacillent et le bip régulier des moniteurs cardiaques rappelle sans cesse que la vie et la mort cohabitent dans ce lieu. Je me souviens parfaitement de cette nuit, car elle avait commencé comme toutes les autres. Les mêmes rondes, les mêmes patients, le même café tiède dans la salle de repos. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air, une sensation que je n'arrivais pas à définir. Un froid qui n'avait rien à voir avec la climatisation, un silence inhabituel. C'était comme si l'hôpital retenait son souffle, attendant qu'un événement imprévu survienne. Vers 2 heures du matin, nous avons reçu un appel d'urgence. Une ambulance arrivait avec un patient en état critique. Ce n'était pas rare à cette heure-là. Mais il y avait dans la voix de l'opérateur un tremblement qui m'a mise mal à l'aise. Un ton hésitant, presque inquiet. Accompagné de quelques collègues, je me suis dirigé vers l'entrée des urgences. Loin d'imaginer que ce serait la dernière fois que ma vie aurait un semblant de normalité. Lorsque les portes automatiques se sont ouvertes, l'air glacé de la nuit s'est mêlé à une odeur métallique que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Les ambulanciers ont descendu la civière à la hâte. Sur celle-ci, un homme d'une 40aine d'années inconscient, le visage pâle comme si son sang l'avait déserté. Il était couvert de blessures, mais aucune ne semblait logique. Pas de trace d'un accident clair, ni d'indice permettant de comprendre son état. En le transportant vers la salle de soins, j'ai remarqué que les ambulanciers murmuraient entre eux. Ce n'était pas un simple échange d'informations médicales. Il y avait de la peur dans leur voix, une peur que je comprendrais bientôt. Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'en accueillant cet homme, nous avions ouvert la porte à quelque chose qui n'aurait jamais dû entrer. Le bruit des roues de la civière résonnait dans les couloirs déserts, tandis que nous nous dépêchions de l'installer en salle d'urgence. Les néons clignotaient sporadiquement, comme s'ils étaient eux aussi nerveux face à la présence de cet inconnu. Malgré mes efforts pour rester professionnel, un frisson d'alarme parcourait ma peau, un instinct primal m'avertissant d'un danger invisible. Une fois le patient installé, j'ai pu l'observer de plus près. Son visage était couvert de sueur froide, sa peau d'une pâleur presque translucide sous la lumière blafarde. Il portait des ecchymoses et des entailles sur tout le corps, mais aucune blessure récente. Pas de sang frais, seulement des marques anciennes, encore ouvertes pour des raisons inexplicables. Ses yeux étaient fermés, mais son expression crispée trahissait un cauchemar intérieur dont il ne parvenait pas à s'éveiller. Le docteur Moreau, le médecin de garde, a commencé son examen pendant que je prenais les signes vitaux. La tension était palpable. Sa pression artérielle était dangereusement basse, son pouls irrégulier et, le plus étrange, sa température corporelle était bien en dessous de la normale, comme s'il avait été exposé à un froid extrême. Pourtant, il venait d'arriver dans une ambulance, enveloppé dans des couvertures. « Vous avez trouvé une pièce d'identité » ai-je demandé à l'un des ambulanciers qui semblait aussi pâle que le patient. Il secoua la tête sans oser me regarder. « On l'a trouvé près de la Nationale, seul, étendu sur l'asphalte. Il n'y avait aucune voiture, aucun signe d'accident, juste lui. » Cette réponse me glaça le sang.
Comment quelqu'un peut-il se retrouver dans un tel état, en plein milieu de nulle part, sans explication apparente? Alors que nous tentions de le stabiliser, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Des cicatrices anciennes sur son torse, formant des motifs étranges, presque des symboles. Ce n'étaient pas des cicatrices d'accident ou de chirurgies habituelles. Elles semblaient délibérées, comme gravées dans sa chair par une main intentionnelle. J'ai essayé de ne pas trop y penser, me convainquant qu'il s'agissait peut-être d'un rituel ou d'une pratique culturelle qui m'était inconnue. Mais une question revenait sans cesse. Qui était cet homme? Soudain, le moniteur cardiaque a émis un bip irrégulier, me sortant de mes pensées. Son rythme cardiaque chutait rapidement. Le docteur Moreau a ordonné des manœuvres de réanimation d'urgence. Malgré tous nos efforts, le patient ne réagissait pas. Puis au milieu de la procédure, il a ouvert les yeux. Il n'a pas cligné des paupières. Ses pupilles étaient dilatées, entièrement noires, sans aucune trace de blanc. Cela n'a duré qu'une seconde, mais c'était suffisant pour m'envahir d'une terreur pure. J'ai ressenti que ses yeux n'étaient pas vides par hasard. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un regardait à travers eux. Et même si son corps semblait à l'agonie, une présence intense brillait dans ce regard insondable. Après l'avoir stabilisé temporairement, nous l'avons transféré dans la chambre 17. Ce chiffre m'a intrigué. J'ai toujours eu des superstitions à propos des nombres impairs, surtout celui-ci. Mais sur le moment, ce n'était qu'un détail de plus dans une nuit qui commençait à basculer dans l'étrange. Avant de quitter la pièce, j'ai jeté un dernier coup d'œil au patient. Bien qu'inconscient, j'aurais juré voir un léger sourire au coin de ses lèvres, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Et ce n'était que le début. Les heures suivantes ont été enveloppées d'un silence oppressant, de ceux qui ne rassurent pas mais mettent mal à l'aise. Je marchais dans les couloirs de l'hôpital, tentant de me concentrer sur mes tâches habituelles, mais un poids persistait dans ma poitrine. Impossible d'oublier l'image de ces yeux noirs, si vides, et pourtant si pleins de quoi? Je l'ignorais, mais ce sentiment ne me quittait pas, comme si une partie de ce regard s'était imprimée en moi. L'hôpital, la nuit, semble habité d'une vie propre. Les ombres s'allongent, les échos deviennent plus profonds, et le moindre bruit résonne étrangement. Cette nuit-là, tout était amplifié. Chaque pas résonnait trop fort, et j'avais l'impression de ne pas être seul, bien que les couloirs soient déserts. Vers 3 heures du matin, j'ai commencé à entendre quelque chose d'étrange. Des murmures, d'abord lointains et indistincts, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient des mots incompréhensibles. Je me suis figé, tendant l'oreille pour en identifier la source, mais chaque fois que je tournais la tête, le son disparaissait, comme s'il jouait avec moi. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon esprit fatigué qui me jouait des tours. Mais c'est alors que je l'ai vu, une ombre traversa le couloir devant moi. Ce n'était pas une illusion d'optique, ni un simple reflet. C'était quelque chose de tangible, sombre et rapide. Un frisson me parcourut des pieds à la tête. J'avançai lentement, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Il n'y avait personne. Le couloir était vide, mais l'air y était plus froid, plus dense, comme si quelqu'un s'y était trouvé un instant plus tôt. Je décidai de retourner au poste des infirmiers, tentant de me convaincre que ce n'était que le fruit de mon imagination. Pourtant, l'atmosphère restait oppressante. Les lumières vacillaient de manière irrégulière et le bourdonnement des moniteurs semblait plus fort que d'habitude. C'est alors que je remarquai quelque chose d'encore plus troublant. La porte de la chambre 17 était entr'ouverte. J'étais pourtant certaine de l'avoir fermée après ma dernière ronde. Un élan irrépressible me poussa à m'approcher. À chaque pas, le froid s'intensifiait. Un froid qui ne venait ni de la climatisation, ni de quelque chose de rationnel. Ma respiration devint visible, comme si j'étais en plein hiver. Pourtant, l'hôpital était parfaitement chauffé. J'ouvris la porte avec précaution. La chambre était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par la faible lueur du moniteur cardiaque affichant une ligne continue, signe que le patient était toujours en vie, du moins sur le plan médical. Mais il était éveillé. Ses yeux, grands ouverts,
fixait les miens. Cette fois, il n'y avait plus la moindre trace d'humanité dans son regard. Il ne clignait pas des yeux, ne bougeait pas, il se contentait d'observer. Et le pire, c'était cette sensation envahissante. Ce n'était pas simplement un patient qui me regardait. C'était autre chose, quelque chose qui voyait à travers lui. Un nœud d'angoisse me saisit l'estomac, mélange de peur et d'instinct. Je refermais précipitamment la porte et m'éloignais, le souvenir de ce regard gravé dans mon esprit. Je savais que quelque chose clochait terriblement, et le pire, ce n'était que le début. La nuit avançait lentement, presque douloureusement. J'essayais de me replonger dans ma routine, mais mon esprit revenait sans cesse à l'image de ses yeux vides, comme s'il me transperçait encore. L'hôpital baignait dans un silence pesant, seulement interrompu par le bourdonnement monotone des machines médicales. Pourtant, même ce son familier semblait discordant, comme si l'hôpital lui-même respirait différemment cette nuit-là. Alors que j'examinais le dossier d'un autre patient, j'entendis un bruit subtil, un léger grincement métallique venant du couloir. C'était le genre de bruit qu'on pourrait attribuer à une porte mal fermée ou à une civière déplacée. Mais il y avait quelque chose dans ce son qui me glaça. Je me penchai prudemment, et à ma grande surprise, la porte de la chambre 17 était à nouveau entr'ouverte. Mon cœur s'emballa. J'étais certaine de l'avoir bien fermée. Je m'approchai à pas lents, sentant le froid s'intensifier à mesure que je me rapprochais. La lumière du couloir clignotait faiblement, projetant des éclats vacillants qui jouaient avec les ombres sur les murs. Arrivé devant la porte, je la poussai doucement, m'attendant à voir le patient dans son lit. Mais il n'y était plus. La peur s'empara de moi. Je pénétrai d'un bond dans la pièce, scrutant les alentours. Le lit était en désordre, les draps traînaient au sol, et le moniteur cardiaque fonctionnait toujours, émettant un bip régulier, mais sans personne connectée. Je me retournai brusquement et, ce faisant, j'aperçus quelque chose au bout du couloir, une silhouette avançant lentement, d'un pas chancelant, se dirigeant vers la partie la plus ancienne de l'hôpital. Une aile fermée depuis des années. C'était lui. Je devais l'arrêter, c'était évident. C'était mon devoir. Mais mes jambes refusaient de bouger. Une sensation inexplicable m'immobilisait, comme si une force invisible me retenait. Ce n'était pas juste de la peur, c'était autre chose, une pression sur ma poitrine, une présence oppressante qui m'empêchait d'avancer. Finalement, je réussis à bouger, forçant chaque pas tandis que je le suivais. La silhouette du patient glissait avec une tranquillité anormale, insensible à ma présence. Je le vis s'arrêter devant une double porte en bois usée, une porte que je n'avais jamais vue ouverte malgré mes années de service. C'était la salle condamnée, un ancien débarras qui, selon les rumeurs du personnel, avait été scellé après un incident dont personne ne voulait parler. J'avais toujours pensé que c'était une histoire inventée pour effrayer les nouveaux. Jusqu'à cette nuit, le patient ouvrit la porte sans effort, comme s'il savait exactement quoi faire. J'hésitais un instant avant de le suivre, mais une curiosité mêlée à un besoin irrépressible de comprendre me poussa à avancer. En franchissant le seuil, je ressentis immédiatement un changement dans l'air. Il était plus dense, plus lourd, imprégné d'une odeur métallique mêlée à quelque chose de rance, comme si le temps lui-même s'était figé ici. La lumière du couloir ne pénétrait pas dans la pièce, mais le patient semblait s'y mouvoir avec assurance dans l'obscurité. Il s'arrêta devant une table couverte de poussière, où, étrangement, reposait un vieux briquet en métal. Il le prit d'un geste précis et alluma plusieurs bougies disposées en cercle autour de la salle. La lumière vacillante révéla un décor qui me glaça le sang. Des poupées brisées, des photos déchirées collées au mur et des symboles étranges tracés avec ce qui semblait être du sang séché. Il ne semblait pas remarquer ma présence. Ses yeux vides reflétaient la lueur des flammes, tandis qu'il murmurait des mots dans une langue que je n'avais jamais entendue. Ce n'était pas seulement une langue étrangère, c'était autre chose de plus ancien, de plus guttural, comme si ces paroles n'étaient pas destinées à des oreilles humaines. Un tremblement me parcourut.
Mon esprit tentait de rationaliser ce que je voyais, mais rien n'avait de sens. Sa façon de bouger, l'atmosphère qui semblait vibrer au rythme de ses murmures, tout cela était profondément anormal. Soudain, sans avertissement, il s'arrêta, se tourna lentement vers moi et pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. Il n'y avait aucune trace d'humanité dans ses yeux, seulement du vide et quelque chose qui rôdait au plus profond. Sans un mot, il fit demi-tour, regagnant sa chambre comme si de rien n'était, me laissant seul dans cette pièce imprégnée d'une obscurité qui semblait s'être réveillée après un très, très long sommeil. Je restais là, immobile, observant la silhouette du patient disparaître dans la pénombre du couloir, le bruit de ses pas traînant, résonnant comme un écho lointain dans mon esprit. La faible lueur des bougies projetait des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes, dansant sur les murs, comme si elles étaient vivantes. Ma respiration, haletante et saccadée, était le seul son que j'entendais, coincé entre la peur et l'incrédulité. Je ne sais pas combien de temps je restais figé, incapable de détourner le regard de ce décor macabre. Finalement, je rassemblai assez de courage pour avancer d'un pas. L'air était lourd, presque palpable, chargé d'une odeur de moisissure et d'autre chose. Un parfum métallique, semblable à celui du fer oxydé, mêlé à une senteur âcre qui me soulevait le cœur. Mes yeux s'habituèrent lentement à l'obscurité, révélant des détails que je n'avais pas remarqués au début. Au centre de la pièce, entourée de bougies, se trouvaient de vieilles poupées de chiffon, leurs visages déformés par des brûlures et des coutures déchirées. Certaines étaient suspendues au plafond par des fils fins, oscillant légèrement, comme si l'air lui-même les faisait danser au rythme d'un souffle invisible et sinistre. Je m'approchai d'une des tables poussiéreuses et découvris des photographies anciennes éparpillées à sa surface. Les images montraient des visages flous, des personnes de différents âges, mais un détail les reliait toutes. Leurs yeux avaient été arrachés ou noircis à l'encre épaisse. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Qui étaient ces gens? Quel lien avaient-ils avec le patient? Dans un coin de la pièce, presque dissimulé par l'obscurité, je repérai un vieux tiroir entrouvert. Poussé par une curiosité teintée d'appréhension, je décidai de l'ouvrir complètement. À l'intérieur, je trouvais des carnets remplis d'écritures illisibles, des schémas étranges et des symboles inconnus. Les pages étaient tachées d'une substance brun foncé que je préférais ne pas identifier. Mais ce qui me perturba le plus fut un dessin particulier, un plan de l'hôpital. Il était dessiné à la main avec des traits épais et maladroits et une croix marquait précisément la salle où je me trouvais. Autour, des cercles concentriques accompagnés de mots écrits dans une langue que je ne reconnaissais pas. Pourquoi cette pièce était-elle si importante? Qu'est-ce qui la distinguait du reste de l'hôpital? Soudain, un craquement me tira de mes pensées, un léger bruit, comme si le sol avait cédé légèrement derrière moi. Je me retournai brusquement, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait personne, juste des ombres, plus denses, plus oppressantes. C'est alors que je le ressentis. Je ne le vis pas, mais je sus qu'il était là. Quelque chose m'observait depuis l'obscurité, une présence palpable, écrasante, comme si la pièce elle-même respirait en rythme avec moi. Un murmure brisa le silence. Il ne venait d'aucun endroit précis. Il semblait émaner des murs, un chuchotement incompréhensible qui enfla jusqu'à devenir un bourdonnement aigu dans ma tête. Je plaquai mes mains sur mes oreilles pour tenter de l'étouffer, en vain. Ce son n'était pas à l'extérieur, il résonnait à l'intérieur de moi. Dans un sursaut de panique, je pris la fuite, trébuchant sur les poupées et repoussant la porte avec une telle force que l'écho résonna dans tout le couloir. Je m'appuyais contre le mur, haletante, essayant de reprendre mon souffle. Mais même là, loin de cette pièce maudite, l'écho des murmures persistait, incrusté dans les profondeurs de ma conscience. Je regagnai le poste des infirmiers, tremblante, la peau glacée et les mains moites. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de la fatigue, d'un esprit épuisé par le service de nuit. Mais au fond de moi,
Je savais la vérité. J'avais franchi un seuil dont il m'était impossible de revenir. À partir de cet instant, je compris que l'hôpital n'était pas seulement un lieu de soins. Il y avait autre chose, quelque chose d'ancien et de sombre, enfoui entre ces murs. Et cette pièce, la salle condamnée, n'était pas oubliée. Elle attendait. Le reste de la nuit s'étira comme une ombre interminable, une succession d'heures grises où mon esprit tentait de digérer ce que j'avais vu. Mais rien ne pouvait rationaliser cette expérience. Ce que j'avais vécu dans la salle condamnée ne relevait d'aucune logique, ni médicale, ni scientifique. C'était autre chose, quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Je ne parvins pas à dormir une fois mon service terminé. Je rentrais chez moi avec la sensation que des ombres m'accompagnaient, collées à ma peau comme une couche invisible. Le repos n'apporta aucun répit. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces symboles étranges, ces visages effacés sur les photos, et j'entendais ce murmure insidieux, à peine un souffle, mais toujours là, incrusté dans les recoins de mon esprit. Il fallut quelques jours pour que le besoin de comprendre prenne le dessus sur la peur. Je décidai d'en savoir plus sur ce patient, cet homme qui semblait avoir ramené avec lui une obscurité qui s'accrochait à l'hôpital. Je me rendis à la réception et, sous prétexte de vérifier des dossiers, je parvins à accéder à son dossier médical. Le nom inscrit était Julien Morel. Peu d'informations, aucun contact familial, pas de personne à prévenir en cas d'urgence, seulement une adresse obsolète dans un quartier de Lyon que je reconnaissais à peine. Mais c'était suffisant pour commencer. Le cœur battant à tout rompre, mêlé d'anxiété et de curiosité, je poursuivis mes recherches. Quelques heures sur Internet suffirent à déterrer des détails troublants. Julien Morel n'était pas un inconnu. Il avait été médecin, un chirurgien brillant à son époque, réputé pour son talent exceptionnel, jusqu'à ce que sa carrière s'effondre brutalement. De vieux articles de journaux évoquaient un scandale mystérieux. Plusieurs patients étaient morts sous sa responsabilité dans des circonstances inexpliquées. Aucune preuve formelle, mais des rumeurs persistantes. Certains parlaient de négligence, d'autres de pratiques non conventionnelles, voire de rituels sombres qu'il aurait pratiqués en secret. Un détail glaça mon sang. L'un des articles mentionnait une salle spécifique dans l'hôpital où il avait travaillé autrefois. Une salle fermée après ces incidents. La description correspondait exactement à la salle condamnée. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Que faisait cet homme dans notre hôpital? Comment s'était-il retrouvé précisément là, dans la même pièce où des événements terribles s'étaient déroulés des années auparavant? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qui se dessinait était plus effrayante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Julien Morel n'était pas un simple patient. Il était revenu à cet endroit pour une raison. Cette nuit-là, de retour au travail, l'atmosphère était plus lourde encore. Les lumières vacillaient plus souvent, l'air semblait chargé, comme si la structure même de l'hôpital respirait de travers. Certains collègues ressentaient la même chose. On murmurait à propos de phénomènes étranges, des objets déplacés sans explication, des ombres fuyantes, là où personne ne devrait se trouver, et ce froid glacial dans certains couloirs, particulièrement près de la chambre 17. Je m'approchais de la salle, décidé à l'observer une fois de plus. La porte était fermée cette fois, mais un frisson parcourut mon dos lorsque je touchais la poignée métallique, glacée comme si elle sortait d'un congélateur. En entrant, je trouvais Julien éveillé. Il était assis sur son lit, le dos droit, le regard fixé sur le mur en face de lui. Il ne clignait pas des yeux. Il ne bougeait pas. Mais le plus inquiétant fut qu'il parla sans même tourner la tête vers moi. « Tu ne peux pas l'arrêter », murmura-t-il d'une voix rauque, comme si elle venait de très loin. Mon cœur s'arrêta un instant. De quoi parlait-il? Arrêter quoi? Je ne répondis pas. Je ne savais pas quoi dire. Je me contentais de l'observer, sentant une présence invisible envahir la pièce. C'était comme si les murs s'étaient rapprochés, comme si l'espace lui-même cherchait à nous enfermer. Je quittai la chambre précipitamment, avec l'écho de ses paroles résonnant dans ma tête. « Tu ne peux pas l'arrêter »,
Arrêter quoi? Ou qui? Cette nuit-là, je compris que Julien n'avait pas apporté quelque chose à l'hôpital. Il était lui-même le portail vers quelque chose qui était déjà là, attendant son moment pour s'éveiller. Après cette nuit-là, l'hôpital cessa d'être le lieu familier que je connaissais. Ce ne fut pas un changement brutal, mais plutôt quelque chose de subtil, comme si une fissure invisible s'était ouverte, laissant lentement échapper quelque chose de contenu depuis trop longtemps. Les lumières vacillaient plus souvent, mais ce n'était pas le genre de scintillement dû à une panne électrique. C'était plus irrégulier. Parfois, cela se produisait uniquement dans un couloir spécifique, d'autres fois juste en passant devant une porte fermée. Le bip des moniteurs cardiaques devenait plus aigu par moments, comme s'il répondait à quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Mes collègues le remarquaient aussi. Certains faisaient semblant de rien, s'accrochant à la routine pour préserver leur santé mentale. D'autres demandaient des mutations ou prenaient des congés maladie pour stress accumulé. Mais personne n'en parlait directement. C'était comme si le fait de le nommer donnait plus de pouvoir à ce qui se passait. Moi, je ne pouvais pas l'ignorer. Un matin, alors que je faisais ma ronde, j'entendis un son que je ne pouvais attribuer à aucune machine ni activité normale. Un chuchotement. Mais cette fois-ci, ce n'était pas comme les autres. C'était plus clair, plus personnel. Il disait mon nom. Je m'arrêtais net, le cœur battant à tout rompre. Le son venait du couloir menant à la salle condamnée. Les portes, que nous gardions toujours fermées, étaient entr'ouvertes, laissant échapper une faible lumière vacillante qui n'aurait pas dû être là. Rassemblant un courage que je ne me connaissais pas, j'avançais lentement. Chaque pas rapprochait le chuchotement, plus intense, plus distinct, comme si quelqu'un se trouvait juste de l'autre côté de la porte, m'attendant. Mais en poussant doucement la porte, la pièce semblait vide. Du moins, c'est ce que je crus. Les bougies étaient toujours là, consumées presque jusqu'à la base, mais encore allumées, bien que personne n'ait dû les toucher depuis la dernière fois que j'étais entré. Les ombres sur les murs bougeaient d'une manière qui ne correspondait pas à la lumière vacillante. Elles n'obéissaient à aucune logique, c'était comme si elles avaient leur propre volonté. En observant, le chuchotement se transforma en un murmure plus fort, une cacophonie de voix superposées, parlant une langue que je ne comprenais pas. Je me tournai vers la porte, prête à fuir, mais c'est là que je le vis. Une ombre, plus sombre que l'obscurité elle-même, glissait le long du mur, sans aucune présence physique pour la projeter. Je m'enfuis de la pièce en courant, le cœur prêt à exploser. Je ne me retournais pas, je ne voulais pas voir ce que c'était. Cette nuit-là, l'hôpital changea à jamais. Les couloirs autrefois familiers devinrent des labyrinthes oppressants. Les machines fonctionnaient seules, émettant des bips sans raison apparente. Les ombres semblaient nous observer, nous guettant depuis les recoins les plus sombres. Mais le pire n'était pas ce que je voyais. Le pire, c'était cette sensation d'être attendu. Quelque chose s'était réveillé. Et je savais, au plus profond de moi, qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Les jours suivants furent une descente inexorable dans l'inexplicable. L'hôpital, autrefois refuge de science et de logique, ressemblait maintenant à un théâtre où l'obscurité jouait avec nos esprits. Peu importait l'heure ou la foule autour, la sensation d'être observé restait constante, comme si les murs eux-mêmes respiraient, que les ombres avaient des yeux. Mes collègues commencèrent à changer. Certains devinrent irritables, distraits. D'autres disparurent simplement de leur poste sans explication. J'entendis des rumeurs de transfert d'urgence, de démission soudaine et même d'hospitalisation pour des crises nerveuses. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. J'essayais de résister. Je pensais qu'en m'accrochant à ma routine, je pourrais conserver ma raison. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, n'étant pas des hallucinations. C'était trop réel pour n'être que des illusions. Une nuit, alors que je consultais des dossiers à la station des infirmiers, je ressentis un froid soudain derrière moi, un froid anormal, comme si la chaleur avait été aspirée de l'air. Je me retournai lentement, et là, je la vis, l'ombre. Ce n'était pas un reflet ni un effet de lumière.
C'était une silhouette sombre, plus dense que l'obscurité elle-même, immobile, me regardant depuis le bout du couloir. Pas de traits, juste une forme qui semblait absorber toute la lumière autour d'elle. Je clignai des yeux et elle disparut, mais le froid resta. Après cette rencontre, je commençais à rêver de la salle condamnée. Peu importait mon épuisement. Chaque fois que je fermais les yeux, je me retrouvais là, entouré des mêmes bougies consumées, des poupées difformes et des photos au visage effacé. Mais dans mes rêves, je n'étais pas seul. Julien Morel était là, debout, les yeux entièrement noirs, murmurant des mots que je ne comprenais pas, mais que je ressentais jusqu'au plus profond de mon âme. Je n'en pouvais plus. J'essayais de quitter mon travail. Je voulais fuir, m'éloigner de cet endroit maudit. Mais quelque chose me retenait. Ce n'était ni un devoir professionnel, ni un sens éthique. C'était plus sombre, plus profond. J'avais la certitude que si je partais, cette présence me suivrait. L'hôpital n'était plus qu'un bâtiment. Il était devenu une extension de l'obscurité qui vivait désormais en moi. Mes amis et ma famille remarquèrent le changement. Je cessais de répondre à leurs appels, m'isolant de plus en plus. Comment leur expliquer que je sentais une présence même chez moi? Les lumières vacillaient là aussi. Les murmures me suivaient. Je ne savais plus distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. J'avais été marqué par quelque chose que je ne comprenais pas. Et le pire, c'était de savoir que cette présence n'était jamais partie. Elle attendait simplement. Ce fut lors d'une de ces nuits sans fin, quand l'épuisement brouille la frontière entre rêve et réalité, que l'inévitable se produisit. L'hôpital baignait dans un silence anormal, comme si même l'air retenait son souffle. J'errais dans les couloirs vides, tenant une lampe torche, car comme souvent ces dernières semaines, les lumières de l'aile ancienne s'éteignaient sans raison. Le couloir menant à la salle condamnée semblait plus long qu'à l'accoutumée, étiré par l'obscurité environnante. Mais ce qui me figea, ce fut d'entendre mon nom murmuré avec une clarté glaçante. Ce n'était pas la première fois que j'entendais cela, mais cette fois, ce n'était pas un écho ni un jeu de mon esprit. C'était un appel, une invitation. Contre tout instinct, j'avançais. La porte de la salle condamnée était entr'ouverte, laissant échapper une faible lumière vacillante. Un frisson parcourut mon dos, tandis que je poussais le bois vieilli et grinçant. L'intérieur semblait identique à la dernière fois. Les bougies presque consumées, les poupées déformées, les photos déchirées. Mais quelque chose avait changé. L'air était plus dense, comme chargé d'un poids invisible, rendant chaque respiration difficile. Et là, il était, Julien Morel. Pas allongé sur un lit d'hôpital, mais debout, au centre de la pièce, entouré d'ombres qui semblaient battre au rythme de sa respiration. Sa peau pâle et tendue, ses yeux depuis noirs ne reflétant rien, ni lumière, ni âme. Mais ce qui me paralysa fut son sourire. Ce n'était pas une expression humaine, c'était une grimace vide appartenant à un visage qui avait oublié ce que ressentir signifiait. « Je t'attendais », dit-il sans bouger les lèvres. Sa voix ne sortit pas de sa bouche. Elle résonna directement dans mon esprit, une vibration sourde qui résonnait dans mon crâne. Une douleur aiguë derrière les yeux me frappa, comme si chaque mot était un coup invisible. J'essayais de reculer, mais mes jambes refusèrent de bouger. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était comme si le sol lui-même m'avait piégé. Les ombres commencèrent à se mouvoir, glissant le long des murs, s'étendant vers moi comme des tentacules sombres. Et c'est alors que je compris. Ce n'était pas Julien qui contrôlait la pièce. Il n'était qu'un réceptacle, un canal pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'infiltrait entre ce monde et un autre qui n'aurait jamais dû toucher le nôtre. « Cette pièce est un seuil », murmura cette voix, chaque mot un écho décomposant l'air autour de moi. Un portail entre ce que tu vois et ce que tu n'aurais jamais dû voir. Soudain, l'obscurité se matérialisa.
Les ombres prirent forme, grandissant jusqu'à devenir des silhouettes humanoïdes sans visage, faites de pure noirceur. Je sentis la température chuter brutalement, ma respiration devenant un nuage de vapeur glacée et mon corps trembla, non seulement à cause du froid, mais d'une terreur absolue. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à crier, un cri qui n'appelait pas à l'aide, juste un réflexe primitif. Les figures s'arrêtèrent net, comme si ce son avait perturbé quelque chose. Julien, ou ce qu'il en restait, tourna lentement la tête d'un mouvement inhumain, comme si ses os n'avaient plus de limite, et planta son regard vide dans le mien. « Tu fais partie de cela maintenant, murmura-t-il. » À cet instant, toutes les bougies s'éteignirent d'un coup, me plongeant dans une obscurité si totale que je ne pouvais même pas voir ma propre main. Mais ce murmure continuait. Il ne venait pas d'un coin de la pièce, mais de partout, à l'intérieur de ma tête, dans ma poitrine, dans mes os. Je ne me souviens pas comment je suis sorti de là. Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'ai repris connaissance, j'étais étendue dans le couloir, tremblante, les ongles ensanglantés à force d'avoir griffé le sol en tentant de m'échapper. La salle condamnée était refermée, mais je savais que cela ne signifiait rien. La porte physique pouvait être verrouillée, mais ce qui se trouvait derrière était déjà ouvert. Et moi, sans le vouloir, j'avais franchi ce seuil. Après cette nuit, plus rien ne fut comme avant. L'hôpital était toujours debout. Les lumières se rallumaient, les couloirs grouillaient de patients et de personnel, essayant d'ignorer ce qu'ils ne comprendraient jamais. Mais moi, je savais la vérité. Je savais que derrière chaque ombre, dans chaque recoin où la lumière ne pénétrait pas, quelque chose continuait de rôder. J'ai essayé de quitter mon poste, de m'éloigner de cet endroit maudit, mais je n'ai pas pu. Ce n'était pas un simple attachement physique, c'était plus profond, comme si la salle condamnée m'avait marqué, comme si l'hôpital lui-même m'avait choisi. J'avais franchi un seuil d'où il n'y avait pas de retour possible. Les voix n'étaient plus confinées à cette pièce interdite. Elles me suivaient désormais chez moi, me chuchotant des mots depuis les miroirs, depuis les coins sombres, depuis mes propres rêves. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur glacée, convaincu que quelqu'un ou quelque chose m'observait depuis l'ombre de ma chambre. Les lumières vacillaient sans raison, des objets changeaient de place et les ombres semblaient se déplacer même lorsque j'étais seul. Mais le pire n'était pas la peur. Le pire, c'était la certitude que cela ne disparaîtrait jamais. L'hôpital commença à changer, mais pas de la manière qu'on pourrait attendre. Personne n'en parlait ouvertement, mais cela se voyait dans les regards inquiets des infirmiers, dans les silences lourds des équipes de nuit. Certains affirmaient avoir vu des silhouettes sombres dans les couloirs. D'autres entendaient des murmures sans origine apparente. Les patients de l'aile, où se trouvait la salle condamnée, commencèrent à faire des cauchemars récurrents. Certains se réveillaient en hurlant, décrivant la même figure sans visage que j'avais vue. Mais je n'avais plus peur. Ou plutôt, la peur n'était plus une émotion passagère. Elle était devenue une partie de moi, une compagne constante que j'avais appris à accepter. Je ne pouvais pas échapper à cela, car c'était devenu une extension de mon être. J'étais devenue la gardienne de cette obscurité. Je savais que mon rôle n'était pas de lutter contre elle. On ne peut pas vaincre ce qui n'appartient pas à ce monde. Mon rôle était autre. Observer, surveiller, m'assurer que cela ne s'étende jamais au-delà des murs de l'hôpital. Ou du moins, c'est ce que je me répétais pour pouvoir dormir la nuit. Parfois, je me demandais si la salle condamnée avait choisi Julien Morel de la même manière qu'elle m'avait choisi. Et s'il n'avait été que le premier, et si j'étais la suivante dans une chaîne infinie de gardiens piégés par une obscurité qui ne meurt jamais, qui change simplement de visage, de corps. Aujourd'hui, quand je marche dans les couloirs vides, je ne cherche plus de réponse. J'attends simplement le prochain murmure, la prochaine ombre pour me rappeler que l'obscurité n'est jamais vraiment partie. Elle attend. Et moi, je suis là, écoutant, surveillant, attendant.